Le 9e art divertit, mais il honore aussi. Auteur, scénariste et illustrateur de bande dessinée, Didier Zully a mis tout son talent au service du travail de mémoire, redonnant vie aux résistants du ghetto de Varsovie, dont le souvenir perdure à jamais dans nos esprits. Il est donc aujourd'hui avec nous pour nous parler de la BD Varsovie, parue aux éditions Liliane Marouani. Bonjour à vous Didier. Bonjour Magali, bonjour. Certains choisissent l'écriture pour rendre hommage aux victimes de la barbarie nazie. Vous, Didier, vous vous exprimez à travers le dessin. Vous avez la conviction, vous aussi, que l'art est un puissant outil pour résister aux idéologies totalitaires ? Écoutez, est-ce que vous pouvez me permettre juste un petit aparté comme ça ? Je suis revenu aujourd'hui donc pour ce moment partagé avec vous dans les locaux donc de Radio JM du Centre FEG, et j'ai un souvenir très très ému pour Martine Yana, qui est d'ailleurs à l'origine de la radio, et en plus avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans, donc à l'époque où elle était directrice du Centre FLEG. Et voilà, donc j'ai une pensée très très émue pour elle. Voilà, on comprend votre émotion, oui. Voilà, donc j'avais envie de lui rendre hommage d'ailleurs en débutant cette interview. Je pense qu'effectivement dans ce travail de transmission de mémoire, chacun doit apporter sa part, chacun peut apporter sa part. Bien évidemment, ceux qui l'ont vécu dans leur chair, il y en a plein, vont dans les écoles, transmettre auprès des élèves, écrivent des livres, participent à des films aussi documentaires, etc. Moi, mon outil, c'est effectivement l'écriture et le dessin, et j'ai effectivement utilisé mes outils à moi, en fait, pour faire cet ouvrage, et avec cette petite, avec ce grand sentiment que chacun porte sa petite part, et je pense que c'est très très important, surtout aujourd'hui, de le faire en fait. Créer pour résister, c'était aussi le maître mot des artistes internés au camp d'Émile. Alors si vous êtes ici parmi nous, c'est pour évoquer vos 2 actualités. La première est la sortie de votre BD Varsovie, en version polonaise et yiddish, une BD qui, pour ceux qui ne l'ont pas encore lue, est une ode à la résistance juive. Oui. Alors, effectivement, en polonais et en yiddish, lorsque je travaillais sur cette bande dessinée, donc que j'ai mis 4 ans à réaliser, Varsovie, comment ça s'appelle, c'était un de mes priorités, vraiment au début en 2013, c'était, je parle d'êtres humains qui vivaient dans le ghetto de Varsovie, qui parlaient le yiddish, et je me disais, c'est une façon de dire nous sommes encore vivants, que de réécrire cette histoire dans leur langue. À l'époque, mon éditeur Hachette n'a rien voulu savoir, mais finalement on a récupéré donc les droits de ce livre. Les livres ont été sauvés, d'ailleurs il y a 2000 livres qui ont failli partir au pilon et qui ont été sauvés grâce à un élan de solidarité extraordinaire. Voilà, il n'y a aucun livre qui a été jeté. Et ensuite, avec les éditions Liliane Marouani, nous avons réédité le livre, et effectivement l'éditeur m'a suivi, l'éditrice donc m'a suivi, m'a dit oui, c'est très important de raconter ce livre. Donc on a fait 4 versions, et chacune a un sens très très profond. Celle en yiddish, effectivement, parce qu'on raconte cette histoire-là des résistants de ghetto dans leur langue à eux, alors leur rendre cette langue-là qu'ils ont voulu que les nazis. En polonais, parce qu'on sait que les Polonais réécrivent l'histoire aujourd'hui, qu'on n'a plus le droit de dire. Les Polonais ont souffert pendant la guerre, il ne faut pas le minimiser. Hein. Il y a eu des Justes qui ont sauvé des Juifs, etc. Bon. Donc ça, il faut leur rendre cet hommage-là. Mais là, on parle de l'État polonais. Voilà. Et donc, effectivement, donc on l'a fait en polonais parce qu'on espère effectivement faire connaître cette histoire en Pologne. Et en hébreu, j'ai beaucoup de familles en Israël, très très peu, quasiment personne ne connaît la résistance juive. Donc voilà. Donc à chaque fois qu'on a fait une édition, il y avait un sens très très précis. En fait. Et en allemand également. Alors en allemand, effectivement. Alors on travaille en allemand, en Allemagne avec un professeur d'histoire passionné. En Allemagne, vous savez, ils sont enseignants de 2 langues, histoire et français, lui, Lutz Sterod. Et donc ça a été d'abord traduit par mon ami Régine Bock-Federer, qui était enseignante d'allemand ici à Marseille. Et finalement, Lutz a pris la relève, et donc on travaille depuis 2 ans sur un projet que j'aurais soumis donc entre la France et l'Allemagne sur un thème très très précis qui fait partie d'ailleurs de notre rencontre aujourd'hui. Le thème du travail que font les élèves de Lutz Sterod dans l'Allemagne, c'est qui sera le témoin des témoins. Voilà. Donc en fait, quand on disait tout à l'heure que chacun doit apporter sa part, c'est une question aujourd'hui. On le sait, les gens qui ont vécu ça, les êtres qui ont vécu ça disparaissent. Peu à peu, et donc en fait nous, notre nouvelle génération, on va être les témoins des témoins, et donc on ne l'a pas vécu, donc on lit, on se renseigne, on étudie, on se fait corriger par des chercheurs, etc. Mais bon, qui sera les témoins des témoins en fait? C'est pour ça qu'on l'a fait en allemand, parce qu'on travaille avec ce collège en Francfort.
Et c'est d'autant plus important d'en parler que, comme vous le dites, cette histoire est malheureusement méconnue. Alors, en rendant hommage à la résistance juive et à travers elle la figure centrale d'Emmanuel Ringelblum, vous répondez à ceux qui, à l'image de Yitzhak Grunbaum, membre exécutif de l'agence juive, critiquaient la soi-disant absence de résistance des Juifs. Mais justement, c'est vraiment parce que, moi je viens de famille de résistants. Mon grand-père était résistant, avait un réseau à Villemomble. Et donc je pense que c'est quelque chose qui m'a été transmis peu, mais n'empêche que ça fait partie de mon histoire. Et effectivement, on parlait très 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 peu de la résistance. Et c'est en découvrant un livre sur cet être, sur cet historien juif qui s'appelle Emmanuel Ringelblum, un livre exceptionnel fait par un historien américain qui s'appelle Samuel Kassoff. Le livre s'appelle « Qui écrira notre histoire ?» Et c'est un jour, effectivement en 2012, que j'ai lu ce livre qui raconte donc le travail de résistance. Alors c'est pas la résistance armée, c'est très intéressant de voir que cet homme-là, au bout d'une semaine, il a écrit « Ils vont nous exterminer ». Il parlait des nazis. Et ils vont essayer d'effacer les traces de leurs crimes. Lui, il était historien, universitaire, il avait lu Mein Kampf en 1933, il savait de quoi il parlait. Hein. Donc une semaine après l'invasion de la Pologne, septembre 1939, qui est le début de la Deuxième Guerre mondiale, on le sait, il a écrit « Ils vont nous exterminer ». Il n'était même pas à Varsovie, il a décidé de retourner à Varsovie pour écrire tout ce qui se passait. Il était visionnaire, comme voilà, quoi. Absolument. Il était totalement visionnaire et il savait que si eux-mêmes n'écrivaient pas la vraie histoire, c'est les faussaires qui écriraient l'histoire et que c'était impossible. Alors fin août, vous devez vous rendre à Varsovie dans le cadre d'un festival yiddish pour présenter la BD Varsovie. Tout à fait. Alors ça, c'est une belle histoire. C'est qu'en fait, une personne, Facebook sert à ça, c'est que c'est bien pas que des chats et des fleurs sur Facebook. Bon, ça sert aussi à ça. Effectivement, j'étais en contact depuis 2-3 ans avec une personne qui va à Varsovie, qui prenait des cours de yiddish, qui connaissait bien d'ailleurs la traductrice, Rosine Lob Israelski, et donc, comment ça s'appelle et donc on était en contact et un jour elle m'a dit ben voilà, tu viens de la publier enfin, parce que j'en ai parlé depuis très longtemps ce projet, et elle est en contact, elle travaille avec l'équipe donc du festival Yiddish qui a lieu une fois par an, et c'est comme ça que donc on va faire la présentation, c'est elle qui fera la traduction. Il y aura une personne qui fera la traduction en polonais, il y a une personne qui fera la traduction en yiddish, elle, et moi je parlerai en anglais certainement. Et on va présenter effectivement cet ouvrage-là en yiddish là-bas. C'est très émouvant de retourner à Varsovie. C'est très très émouvant. Hein. Je suis allé une fois déjà, mais c'est très très émouvant de retourner avec ce livre-là à Varsovie. Et l'Institut Emmanuel Ringelblum de Varsovie est partenaire du projet aussi. C'est encore, voilà, c'est aussi des choses très fortes. C'est un petit travail de fourmi qu'on fait pas à pas, et je pense que c'est important de le faire. Un bel hommage. Et votre BD a même servi de cahier, de base, un cahier pédagogique réalisé par l'historienne Renée Drey Bensoussan. Pourriez-vous en parler Alors en fait, très très souvent, les enseignants d'histoire qui ont envie d'aborder ce thème-là, ces thèmes, n'ont pas d'un programme chargé. Les enseignants d'histoire, collège et lycée, parce que c'est un programme des collèges et des lycées, n'ont pas le temps de lire beaucoup de choses. Donc effectivement, j'ai demandé à René, dont je suis souvent les universités d'été, entre autres. Arès, voilà, au sein des universités d'été, qui vont avoir lieu très, très bientôt, d'ailleurs, à Marseille. Donc elle fait un travail, association de recherche et d'enseignement de la Shoah, Arès. Et donc, j'ai effectivement demandé à Renée si elle pouvait effectivement s'occuper d'un cahier pédagogique pour faciliter l'étude de cette époque. Voilà. Et on sait que la bande dessinée peut être un outil, un support pédagogique pour les enseignants. Donc, le fait qu'ils aient un cahier pédagogique à côté, qui leur pose des questions, qui leur donne des informations, qui leur demande de répondre à certaines questions, etc., va faciliter effectivement l'apprentissage de cette période auprès des enseignants qui n'ont pas forcément le temps de tout lire. Tout dire, c'est impossible, mais enfin, voilà. C'est ça, voilà un peu l'histoire de ce cahier pédagogique qui aussi fait partie des projets initiaux, en fait, que j'ai commencé cette bande dessinée. Et en effet, les thèmes abordés dans les 9 chapitres de votre BD sont au programme d'histoire des collèges et des lycées. Alors, le second événement vous concernant nous amène au Camp des Milles et le visiteur se voit proposer de réaliser des visites croquées. Sans doute un excellent outil pour évacuer les sentiments négatifs qui peuvent se dégager d'une telle visite.
Alors ça fait un projet qu'on avait commencé avec Laurence Vonneck de la Fondation des Common Hill, aujourd'hui qui est encadré par Benjamin Bittan, une équipe vraiment formidable. On avait effectivement réfléchi à savoir comment les spectateurs qui viennent faire la visite de ce lieu. Alors, c'est un lieu vraiment important, les Camps des Milles, parce que de là, de la transmission de la mémoire de ce qu'ont vécu les internés, pas que les artistes, non, c'est un lieu terrible. Eux, le Camp des Milles travaille sur la question de l'engrenage. Toute la visite guidée, comment a-t-on pu en arriver là? Et je pense que cette question, on le sait, on étudie le passé pour essayer de comprendre aussi le présent et essayer d'anticiper. Donc, on avait donc proposé, avec les outils de la bande dessinée Varsovie, qui est d'ailleurs dans les librairies, au départ il la connaissait dans les librairies, de proposer quelque chose où les spectateurs, donc qui viennent faire la visite, pourraient aussi être actifs. Et donc de là est né ce projet effectivement où donc la Fondation va offrir des cahiers et des crayons et des outils aux visiteurs. On va avoir un petit groupe. Moi, je vais les accompagner. Je passerai une demi-heure avec eux avant pour leur dire qu'on n'est pas là pour faire des beaux dessins. On est là pour dessiner ce que vous ressentez. Des fois, ça sera un mot. Des fois, ça sera un croquis. Des fois, ça sera un visage. Des fois, ça sera peut-être même un collègue là, qui est là en train d'écouter les guides. Et ensuite, on va faire la visite guidée donc, avec ce guide de la Fondation. Et ensuite, on se retrouvera une demi-heure après. Un débriefing, si on peut dire ça comme ça, pour se présenter nos dessins et parler un petit peu de ce qu'on a vécu. Chacun va présenter aux autres, etc. Et ensuite, on est en train de réfléchir, de savoir un peu de ce matériau-là, si les gens sont d'accord, qu'on les photographie. Voilà, en général, ils vont dire oui, je pense. De savoir un peu ce qu'on va faire de ce matériau-là. Et donc, c'est un travail de travail en immersion pour que les spectateurs ne soient pas simplement quelqu'un qui reçoit, mais quelqu'un qui reçoit et qui donne aussi. C'est essentiel, oui. Et c'est accessible à partir de l'âge de 12 ans, je crois. Oui. On pense que, je pense que même à 10 ans, on peut tenir un crayon, etc. Et alors après, par rapport au programme effectivement de la visite, il y a des choses, ils estiment qu'effectivement 12 ans c'est bien, quoi. Donc c'est ouvert pour tout public et tout à fait. Et la première aura lieu vendredi, 21 juillet. Là, on va faire la première, il y en aura 3 là, on en a programmé 3, 2 en août et 1 en juillet. Et la première va avoir lieu là, ce vendredi 21 juillet, à la Fondation de 14h à 17h en fait. Nous venons de le voir, le dessin est une bonne catharsis pour aborder les périodes sombres de l'histoire, en particulier chez les jeunes. Et vous êtes d'ailleurs membre du jury Bulle de mémoire, un concours de BD dont le thème porte sur la guerre et la reconstruction. Pourriez-vous nous présenter ce concours ? Alors, je ne sais pas depuis quand il existe. Moi, je sais que ça fait 5 ans que je travaille avec eux. C'est une émanation donc, de l'ONAC-VG, que je ne connaissais pas à l'époque. C'est l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Et en fait, ils travaillent donc effectivement sur un concours régional d'abord. Et les 3 meilleurs montent au national. D'ailleurs, cette année, un des 3 qui a gagné en région a eu le 3e prix au national. Et en fait, et donc chaque année, il y a une thématique. Par exemple, cette année, sans doute les Jeux Olympiques l'imposent, avec le sport et la guerre. Il y a des choses à dire sur le sport et la guerre. Tout à fait. On se rappelle par exemple les Jeux Olympiques de Berlin. Voilà. Absolument, de Berlin, avec ce noir là Hitler qui dit comment être gagné par tout à fait. Donc laisse par les guerres, mais l'année dernière c'était la place des femmes dans la guerre. L'année d'avant c'était se reconstruire. Et donc très très souvent les enseignants qui veulent que leur classe participe donc à ce concours-là, qui est annuel, me demandent de venir en amont pour les aider à structurer un scénario, à ne pas perdre du temps sur des images, à les aider pour la narration, etc. Et donc, je suis allé dans la France entière, en fait. Je suis allé à Metz, je suis allé à Nîmes, je suis allé à Montpellier, je suis allé à Marseille. Donc, j'ai fait pas mal de villes comme ça. Et c'est la prolongation pour moi du travail sur Varsovie, en fait. La transmission auprès des élèves, les amener à réfléchir. Et les amener à réfléchir que le passé puisse construire des êtres présents. Quoi. Voilà, voilà. Une action essentielle et complémentaire à votre métier d'illustrateur. Absolument, tout à fait, absolument. Eh bien, merci beaucoup Didier Zuly pour cette interview. La BD sera disponible en vente sur les sites des éditions Liliane Marouani et l'on peut s'inscrire à l'atelier Visite Croquet. Donc sur le site loasso.com, cet atelier est donc accessible à partir de l'âge de 12 ans. Merci infiniment. Merci à vous. À bientôt.
Défier le temps est une constance chez les sportifs de haut niveau. C'est ainsi qu'Aix-Marseille Université a mis au point 3 outils de mesure dans le but d'améliorer la performance des athlètes. Ces outils tombent à point nommé pour notre équipe de France de natation à l'approche des Jeux Olympiques 2024. Et Arnaud Heiss, ingénieur de recherche au sein de la filière Fast Sporine, est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour à vous. Bonjour et merci de votre accueil. On sait très bien que l'eau est un frein à la transmission des données. Pour concevoir ces outils capables d'enregistrer un milieu aquatique, vous avez dû pas mal cogiter. Alors effectivement, l'eau, c'est pas très pratique, ni pour les ondes, ni pour la lumière. Donc ça a été effectivement une difficulté puisque la plupart des outils existent pour l'athlétisme dans le monde terrestre, mais n'existaient pas pour la natation. Et grâce en fait à notre projet, donc à la base qui était la filière Fasporine, même si elle s'est terminée là en décembre 2022, mais l'université a un nouveau projet qui est le projet HYPE qui prend le dessus. On a surtout de la force d'avoir pu avoir des spécialistes avec d'autres laboratoires d'Aix-Marseille Université qui nous ont rejoints sur ce projet, en particulier le LP3 et Fresnel, qui sont des spécialistes et de l'onde et de la photonique, pour réaliser effectivement et arriver à battre l'eau quelque part. J'imagine que toutes ces données sont utilisées avec minutie par les athlètes. Alors, optimiser le virage fait partie des indispensables. Comment vos équipes sont-elles parvenues à mesurer la force de propulsion lors des virages ? Alors en fait, on a construit en fait une espèce de plateforme de force, donc qui mesure les forces étanches avec des capteurs qui résistent à l'eau. Donc ça, c'est effectivement la problématique. Pour commencer à étudier, alors on n'a pas tout, on sait pas encore tout, parce que la recherche, hélas, c'est un temps long, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est engagé pour 2024, mais qu'on va accompagner aussi jusqu'en 2028. Oui, les JO de Los Angeles. De Los Angeles. Donc ça, effectivement, on a réussi à avoir un projet qui va jusque-là. Et donc effectivement, on a réussi à produire cette plateforme, mais ça nous a posé d'autres problématiques. Et de là, on a aussi découlé d'autres inventions. Quand on sait l'impact du virage sur le reste de la course, cela donne une idée de l'importance de cette innovation. Alors la deuxième innovation doit permettre de calculer la vitesse des athlètes lors de la course. Quelques derniers réglages de sécurité restent encore à effectuer, mais avec la version définitive, les chiffres seront donc d'une précision inédite. Oui, effectivement, puisque alors en plus ça tombe bien, puisque vendredi dernier on était encore au Cercle des nageurs pour faire les derniers tests entre nous. Donc la prochaine étape, effectivement, c'est maintenant de tester sur les athlètes. Effectivement, on avait besoin, c'est ce qui provient du premier projet où on avait fait cette plateforme de retournement. Pour voir l'efficacité du retournement, il nous fallait prendre du temps, et en natation, on le prend encore au chronomètre à main avec toutes les erreurs que l'humain peut avoir. Donc on a réussi à inventer un chronomètre qui fonctionne dans l'eau, automatique, et qui nous permet effectivement d'être précis au centième de seconde, et donc pouvoir permettre aux athlètes de performer quelle que soit la distance. Vous l'avez mentionné, alors à Marseille, ces inventions sont suivies avec d'autant plus d'intérêt qu'elles sont utiles au Cercle des nageurs de Marseille, qui compte parmi ses licenciés des athlètes qui seront sélectionnés pour les prochains Jeux Olympiques. J'espère qu'ils seront sélectionnés, puisque la sélection n'est pas encore là, mais on a de grands espoirs, effectivement, que beaucoup de Marseillais qui s'entraînent au Cercle soient dans l'équipe de France de natation. Et c'est un projet, effectivement, qu'on a pu développer grâce, effectivement, à cette entente entre l'Aix-Marseille Université, la Fédération française de natation et le Cercle des nageurs. Oui, et donc le Cercle des nageurs est l'un des premiers à tester ces technologies, et vous confirmez qu'actuellement, aucune fédération étrangère de natation n'en bénéficie pour l'instant. Alors, je confirme, ou alors ils l'ont pas dit comme nous, mais effectivement, nous ne faisons effectivement aucune publication, rien du tout, et nous ne donnons pas aux adversaires effectivement une technologie qui pourrait donner une avance à nos athlètes. Donc effectivement, aujourd'hui, seul le Cercle des nageurs est équipé. L'objectif avec la Fédération française de natation, c'est d'équiper d'autres grands centres d'entraînement pour effectivement que tous les athlètes français aient leur chance aux Jeux, mais par contre pas sur les autres nations. En effet, alors ces innovations sont d'une aide importante seulement lors des entraînements, pas pendant les compétitions. Pas donc de polémique à l'horizon, référence faite à l'utilisation des combinaisons qui avaient faussé certaines performances lors des compétitions précédentes. Alors effectivement, déjà nos outils ne donnent pas d'avantage, puisqu'en fait c'est pas une combinaison, c'est juste des outils de mesure, donc un pas d'avantage. C'est effectivement purement lié à l'entraînement, même si on peut imaginer que dans un futur proche, pour les Jeux Olympiques, cette technologie soit utilisée pour donner par exemple des temps intermédiaires à 25 mètres, qui n'est pas donné aujourd'hui, mais plus pour le spectacle, ça ne donne pas d'avantage pour la compétition.
Vous avez également conçu un cardio-fréquence-mètre pouvant être placé sur les nageurs afin d'enregistrer leur fréquence cardiaque le long du parcours. L'entraîneur a donc les résultats en temps réel. Oui, alors parce qu'en fait, aujourd'hui, il y avait déjà des fréquences cardiaques qu'on pouvait avoir dans l'eau, mais en fait, quand c'était pas directement du direct réel, puisqu'en fait, quand la montre est dans l'eau, ça capte pas, donc il faut attendre de télécharger les données, donc c'était un peu plus compliqué. Donc effectivement, on a réussi qu'en direct, on puisse récupérer la fréquence cardiaque. Alors ça double, et en plus, ça permet aussi de géolocaliser la personne dans la piscine, donc ça veut dire qu'on connaît un peu sa vitesse moyenne. Alors, c'est moins précis que l'innovation d'avant, mais ça peut quand même savoir la vitesse moyenne et surtout où il se situe dans la piscine. Donc ça peut être intéressant, par exemple, pour le water polo. Oui. Et donc, alors cet outil aura aussi un intérêt dans le domaine médical. Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qui est important puisque nous, notre laboratoire d'ailleurs a été basé sur ça, un peu dans le même principe que la Formule 1, c'est-à-dire développer beaucoup d'outils pour le sport de haut niveau, parce qu'on travaille pas qu'avec la natation, et derrière, comment ces outils peuvent être développés dans la santé. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'innovations qui se retrouvent à être importantes pour la santé. C'est en effet le but final que ces innovations puissent bénéficier au plus grand nombre. Eh bien, merci beaucoup Arnaud Weiss pour ces dernières nouvelles fort intéressantes qui seront, à mon avis, scrutées par de nombreux sportifs. Merci à vous pour l'accueil encore une fois et on va croiser les doigts maintenant pour les Jeux de Paris.